Bien, on va peut-être pouvoir commencer. Laetitia, Oui, donc on peut y aller. voilà, donc je suis José da Silva. Ça fait 30 ans que je suis dans les métiers de la production et de l'exploitation, et notamment l'automatisation. Donc c'est un sujet que je porte chez SMA depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je me propose donc de faire une analyse de calcul de ROI, hein. C'est souvent pas simple pour vendre un projet en interne et comment on présente le projet, les recommandations que je pourrais vous donner basées sur les expériences que j'ai pu avoir et que j'ai pu partager avec vos confrères, et donc d'avoir une trame pour que vous puissiez donc préparer vos dossiers ou comprendre comment on mène ce type d'analyse. Donc, j'ai découpé cette présentation d'une demi-heure en une vingtaine de minutes. On se réserve un peu de temps pour les questions, hein, en 4 points. Donc, déjà, bon, on va revoir un petit peu le ROI, hein. Qu'est-ce qu'on trouve dans un ROI, avant de le calculer, quels sont les facteurs qui vont influencer le calcul de ROI, hein, les différents paramètres, hein. Et puis, une fois qu'un projet est en place, bah, comment on continue d'améliorer ce ROI, comment on se projette, hein, et quelques KPI à mettre en place de base, hein, pour pouvoir continuer à progresser et à acquérir du budget, acquérir des financements pour continuer à automatiser, puisqu'il faut investir un minimum pour faire avancer les process de l'entreprise, hein, et notamment les process IT, c'est ce qui nous intéresse. Alors, le retour sur investissement, basiquement, voilà, tout projet doit être rentable, hormis les projets de normes et compliance, par exemple, qui sont des obligations réglementaires. Et là, il n'y a pas de ROI attaché. C'est les principaux sur lesquels on ne cherche pas de ROI, mais globalement, sinon, un projet, donc il faut démontrer un ROI dans sa préparation, et avec une notion d'espace-temps, hein, c'est très important. Le coût, c'est une chose, mais dans quel espace-temps on va l'avoir et en combien de temps donc ça peut se mettre en place, évidemment. Il va s'exprimer soit en valeur et ou en ratio, en pourcentage également. C'est pas forcément que de la valeur. Et il faut que ce soit tangible, avec que des éléments tangibles, hein. L'intangible, c'est du plus. Il est important, voire fondamental, même parfois, mais c'est le tangible qui va être vu par des gens qui ont l'habitude de manipuler des chiffres toute la journée, hein, et qui gèrent des budgets, hein, très clairement, hein. Donc, le ROI, si vous voulez, il est important de comprendre. Donc, même s'il peut être fort, vous avez des forces contraires. C'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont faire que le ROI, finalement, il est important, mais il y a des mais. Voilà, les 3 petits points de suspension, là, ils sont extrêmement importants à prendre en compte dès le départ de la mise en place d'un projet, pour faire adhérer le management et les gens qui libèrent les budgets au projet. Et ces forces contraires, j'en ai retenu 3 principales, hein, souvent, mais il y en a d'autres, hein, mais la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que le projet ait une attache proche ou plus ou moins, peut être un peu plus lointaine, mais dans la stratégie d'entreprise, en tout cas, il faut le rattacher à la stratégie d'entreprise, à l'organisation qui est en place, parce qu'une organisation, ça ne change pas du jour au lendemain. Un projet ne fait pas changer une organisation à lui tout seul, hein. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Et également, les départements qui sont des centres de profit, ceux qui génèrent le cash, hein, ceux qui ont le pouvoir finalement dans l'entreprise et qui, malgré parfois des gros ROI, vont être réticents à vouloir avancer parce ils sont sur une phase de croissance forte et qu'ils ont un peu l'oreille du chef, et qui vont être des freins, hein. Donc, voilà, il faut avoir ça tout de suite, rapidement en tête pour préparer vos projets et définir le ROI qu'il va amener, hein. Donc,
On va prendre le profit net, divisé par le coût d'investissement, multiplié par 100, et ça vous donnera en combien de temps on paye le projet par rapport aux gains escomptés. Voilà. Alors, le calcul d'un ROI, c'est pas simple. C'est pas si simple que ça. Vous avez des organisations, chaque organisation est différente d'un département à l'autre, ne serait-ce que d'un département à l'autre. Et donc, la culture, par exemple, est à prendre en compte. Bon, même si factuellement ROI est un chiffre ou un pourcentage, il doit tenir compte des éléments connexes. Il existe du ROI tangible, et qui va être le premier auquel on va s'attacher, et l'intangible. On verra après ce qu'on peut trouver des deux côtés. Comme exemple, il faut, comme je disais, et ça c'est extrêmement important, que le ROI s'aligne sur la stratégie d'entreprise. On va multiplier le chiffre d'affaires par 5, très bien, ça va impliquer 3-4 départements, ça va impliquer des nouveaux logiciels, des projets, et là, on va peut-être pouvoir accrocher ça à ce type de chiffres que porte toute l'entreprise pour donc l'inscrire dans la même lignée, et peut-être devenir un effet de levier. Le rapport au temps est important. Un projet qui va ramener un ROI sur 10 ans, ça va être dur. Maintenant, 3 mois ou 6 mois, c'est presque idéal. Mais bon, il faut rester sur une moyenne entre 6 mois et 2 ans. Ça dépend du type de projet, du type de ROI qu'on va chercher. Mais voilà, au-delà de 2 ans, aujourd'hui, ça commence à être long. Voilà. Et puis, il faut aussi identifier les effets de levier. Alors là, on commence à aller dans l'intangible, c'est pas toujours simple, mais c'est important. Un 10 d'aujourd'hui, combien il devient un 100 à 5 ans, typiquement. Et ça, c'est souvent le cas. On l'oublie, on le passe sous silence. Non, il ne faut pas le passer sous silence, il ne faut juste pas le mettre au premier plan. Il faut l'avoir en second plan, voire troisième plan, dans une logique de présentation, si vous voulez, pour donner toute la dimension que se doit au projet, si évidemment il porte bien les paramètres que l'on escompte. Voilà. Donc, pour défendre donc vos décisions, pour obtenir donc ce que vous souhaitez auprès d'une direction, bien il faut, voilà les points importants à appréhender pour monter votre dossier et mettre un ROI en face d'un projet. Voilà. Alors, comment identifier des projets à fort ROI, on va dire, tout simplement. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'approche individuelle, c'est-à-dire on va écouter les gens, tout simplement, on va s'intéresser à eux. On ne va pas que les écouter, on va s'intéresser à eux. On va les faire parler, voilà. Positiver les choses, extrêmement important. Et quand on commence à entendre des phrases, j'en ai mis quelques-unes, on a toujours faim comme ça, j'arrive pas à trouver des gens pour faire les astreintes, j'y arrive pas, j'ai souvent du retard. Voilà, ce genre de phrases donc, doivent amener à réfléchir et à se poser des questions. Voilà, et pourquoi, et trouver le pourquoi. Donc, il suffit d'observer ces personnes, de s'intéresser à ce qu'elles font, de essayer de vivre un peu leur vie. Pas très longtemps, souvent, mais c'est toute une histoire d'empathie, en fait. Au plus on a des qualités d'empathie, au plus c'est facile de recueillir les remarques des gens. Ils vont tout vous expliquer, ça va venir tout seul. Et de là, vous allez dire, effectivement, là, ça aurait du sens de faire quelque chose. Là, et la phrase de retour, écoute, voilà, je vais t'aider, j'ai peut-être des solutions, j'y réfléchis, je reviens vers toi et on essaye de bâtir un plan. Est-ce que tu es partant? Et souvent, c'est oui. Là, vous avez déjà fait la moitié du chemin, typiquement. L'autre moyen, c'est de réfléchir avec plus de recul, pas de manière individuelle, mais plutôt au niveau à minima d'un département ou de multi-départements, c'est-à-dire d'être dans ce qu'on appelle les initiatives stratégiques, de comprendre la stratégie d'entreprise, de voir le chemin qu'il y a à parcourir versus les points aujourd'hui qui posent pas problème, mais bon, on sent bien qu'il
faut pas que ça, de temps en temps, si ça bouscule un peu plus, ça passe mal. Donc, ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Voilà. Et de commencer à réfléchir comment justement apporter des solutions pour passer au niveau supérieur, puisque c'est ce qu'on nous demande au niveau stratégie d'entreprise. Donc, il va falloir avoir une vue d'ensemble, il faut avoir une approche transverse, sortir de l'IT, il faut aller parler au métier, il faut s'intéresser encore une fois au métier, pas hésiter d'aller voir jusqu'en bas à la production comment ça se passe pour comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Il y a des choses qui sont intelligentes, faut pas penser, faut partir du principe, faut pas avoir de tabou et faut pas avoir d'appréhension. Si ça a été fait, c'est qu'il y a toujours une raison. Alors des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas bonnes du tout. Et c'est là où on va pouvoir travailler. Et il faut toujours réfléchir. Donc, court terme, est-ce que je peux très rapidement apporter des solutions ou est-ce que je vais pouvoir apporter des solutions sur ces goulots d'étranglement sur le long terme rapidement et tout en pensant au long terme. Et donc, on va appeler un chemin d'automatisation. Et là, du coup, on va avoir un ROI avec les effets de levier. C'est-à-dire qu'au départ, c'est 10, 15, 20, et au bout de 3 ans, on va peut-être être à 100. Vous voyez, si on arrive à mener le processus jusqu'au bout du terme. D'accord? Vous voyez, alors, on peut s'amener à s'interroger soi-même. Par exemple, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ou si je laisse voilà, toutes ces tâches manuelles sans apporter un minimum d'intelligence dans l'exécution de ces tâches, qui ne veut pas dire tout simplement automatisation, ça veut dire intelligence, ça veut dire réfléchir. L'intelligence, c'est un process peut être trop compliqué. Voilà, donc il faut le simplifier. Comme on dit toujours, automatiser un process complexe donnera une automatisation extrêmement complexe et un process peut-être immaintenable. Donc au départ, il faut toujours repenser le process, voir s'il est optimisé pour pouvoir l'automatiser et en tirer le maximum de ROI. Donc le ROI est déjà dans la simplification du process dès le départ. Voilà, donc c'est important d'avoir donc, je vais dire la version, la vision du terrain et la vision multi-département stratégie entreprise. Voilà, le manager va apprécier, c'est-à-dire que vous allez tout de suite englober donc des personnes qui peuvent être en plus à des points clés et qui portent par des morceaux de stratégie. Voilà. Alors, quand on va mettre un ROI sur le papier, il y a le tangible. Ça, on va dire que c'est le plus rapide à faire, pas forcément le plus simple, mais le plus rapide. Bon, tout de suite, les erreurs économisées des salariés, évidemment, mais aussi donc la non-qualité, les erreurs, les pénalités qui peuvent être associées, ou les formations que ça implique. Voyez, et tout ce que on va pouvoir apporter donc ou réduire. Par exemple, il faut former des gens à tour de bras pour des choses qui aujourd'hui ont peut-être moins de sens. On pourrait faire du e-learning ou pouvoir faire la transmission de compétences, ça serait largement suffisant. Donc ça, tout ça, c'est du gain. C'est du gain de temps et du gain de budget. Plus compliqué, l'intangible. Alors, c'est le bien-être des employés, par exemple, c'est la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, regarder ses talents, c'est super important, ça parle, mais donc ça doit se mesurer, évidemment. Avoir un management efficace, un manager qui est débordé, qui a du mal à prendre des décisions, c'est qu'il est peut-être submergé par trop de tâches, parce que lui-même n'est pas assez, c'est pas assez détaché pour penser d'abord automatisation. Moi, je veux dire qu'un bon manager, aujourd'hui, il doit passer 10 à 15% de son temps à réfléchir, à faire modifier son process pour le simplifier. De chaque problème doit sortir une analyse et éventuellement un plan d'action. Ça, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait évoluer son département et qu'on crée de l'interaction avec ses employés, donc de la satisfaction et donc de l'efficacité et donc des ventes supplémentaires. Et au final, ça améliorera évidemment la réputation de la marque. Donc évidemment, si vous avez quelqu'un qui est proche du marketing ou du commerce, lui, ça lui parle. Donc un client satisfait, le Net Promoter Score, ça c'est essentiel. Il n'y a pas encore énormément de sociétés qui le font, mais ça devrait être quelque chose de systématique. C'est-à-dire le nombre d'ambassadeurs que vous avez dans vos clients. Un ambassadeur, c'est celui qui dit sur une échelle de 1 à 10, qui recommanderait l'entreprise à tous les coups, 9 fois sur 10. Celui-là, il vaut de l'or.
Donc, il faut les gérer, il faut les mesurer. Et vous avez les neutres au milieu, donc tout le jeu, c'est ceux qui disent entre 6 hein, et donc 8 qu'il faut transformer en 9. Et c'est là où il faut travailler. Donc là, si grâce à votre organisation, grâce à l'intangible, au ROI intangible amené, vous arrivez à faire passer cette ENPS, je dis n'importe quoi, de 50 à 55, c'est bingo. Hein. Alors, c'est des choses qu'il faut, comprendre, hein, comment ça fonctionne, pour pouvoir bien le mettre en avant et expliquer hein, ce qu'on va aller chercher avec ce projet et ce ROI, hein, bien entendu. Hein. Alors, le ROI, évidemment, quelques points de repère, si vous voulez, mais pour le vendre, il faut le raccrocher donc à la stratégie, idéalement. Moi, 9 fois sur 10, quand c'est raccroché à la stratégie, quelque part, ça peut être plus ou moins fort, le raccrochement. Attention, hein, c'est pas d'alignement à 100%, hein, mais ça permet d'enlever tous les obstacles, à dire, moi, ce projet-là, il n'est pas prioritaire, non, non, on verra ça plus tard, vraiment, c'est dans la pile du bas. Voilà, ça, c'est toujours le risque. Hein. Donc, c'est important d'avoir ça toujours à l'esprit quand on mène un projet, quand on prépare, quand on calcule le ROI, d'essayer de mettre en avant les points forts. Alors, si en plus on peut, par exemple, mettre en place, regardez, si on a un ralentissement des ventes fort, ça va nous permettre de par exemple, nous rendre beaucoup plus résilients. Ça, c'est important. Parce que là, vous êtes en train de montrer à votre manager, vous pensez au coup d'après. Vous avez une vision positive de la gestion, du management. Hein, vous anticipez. Hein, gérer, ce que je dis toujours, manager, s'anticiper. Hein. Et si vous arrivez, alors ça c'est le Graal, hein, comme je dis toujours, à créer de la valeur unique face à la concurrence, c'est-à-dire voilà, si on fait ça, et là du coup, ça nous donne un avantage concurrentiel énorme. J'ai regardé un peu ce que vous avez concurrents et tout le monde le sait quand vous allez dans des webinaires, surtout dans des events physiques, ou vous allez dans les clubs utilisateurs, typiquement, c'est pour essayer de vous benchmarker, pour voir ce que font les autres. Et voir ce que font les autres, c'est de faire reproduire à minima ou se dire, bon, ils en sont déjà là, moi, il faut que j'aille plus loin. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est super important. C'est le Graal. C'est pas simple, mais c'est super important, évidemment. Alors, surtout de nos jours, avec le digital qui a une tendance à linéariser la compétition. Donc, il va falloir être encore plus innovant, plus fin pour aller chercher du revenu face à la concurrence. Hein. Tout le monde, malheureusement, n'a pas la chance d'être sur des marchés nouveaux et très porteurs. Voilà, alors un exemple, hein, ici, on parle sur une gestion des rejets, un projet que j'ai pu mener, hein, typiquement. Donc, les rejets, hein, les commandes arrivent, puis elles ne sont pas toutes parfaites, donc il y a ce qu'on appelle la gestion des rejets. Il y avait plusieurs ETP, donc on a pu gagner un ETP en automatisant assez facilement ces opérations. C'est-à-dire que le rejet, je l'analyse, je vois pourquoi il a été rejeté, c'est juste une virgule ou une bêtise. Hein. Bon, et ça peut même s'automatiser ou être traité évidemment très très rapidement. Donc ça, c'est un point. Donc là, rapidement, l'équation, 8 heures, 250 jours, 2000 heures par an, ça vous fait 70 000 euros à la fin de l'année. Bon, ça, c'est le tangible. Et puis, on perd une commande par jour parce que dans tous ces rejets, oui, je suis très conservateur en plus. Hein. Dans tous ces rejets par jour, il y en a pas mal, j'ai un client qui n'est pas satisfait. Il est rejeté, il n'a pas reçu l'email, enfin, l'email, est-ce qu'elle est passée, j'en ai marre, hop, il va chez je vais essayer le voisin. Le concurrent, boum, vous perdez la commande. Je prends une commande à 200 euros en moyenne, vous avez perdu 50 000 euros. Voilà, une par jour. Ça va très, très vite, hein, évidemment. Et puis, un exemple d'intangible sur ce cas-là, c'est que là, je suis sur mon NPS. Donc, si mon NPS, je le passe de 50 à 55, c'est-à-dire que il n'y a plus personne qui dit du mal puisque je traite mes rejets, je suis super pro. Sur une base de 1000, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai 5% de plus de mes clients qui vont me recommander à tout prix. C'est-à-dire qu'ils vont faire une vente en bouche à oreille. Un client très satisfait vous en fait gagner 4. Un client très insatisfait vous en fait perdre 10. C'est des règles de marketing.
Voyez, donc là, le stratégique, vous voyez, je vous donne, ça peut se présenter comme ça. Ben voilà, si on perd un client par jour, ne serait-ce qu'une année, ben, c'est 200 000 euros de perdus. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont même pas venus jusqu'à nous parce qu'on a eu un frein avant. Hein, et on dépense des centaines de milliers dans le marketing pour essayer de capter des nouveaux clients. Et puis en fait, on a des forces contraires là qu'on pourrait gérer. Donc rapidement, vous voyez, si je prends 70 000, 50 000 sur le tangible, 120 000, moi j'investis, je mets un 70 000 euros sur un logiciel qui va automatiser. Bon, bah, c'est facile à calculer, hein, je suis à 200% dès la première année, plus l'intangible. Donc, le tangible vous fait immédiatement montrer que le projet il est complètement viable, il a du sens. Voilà, il parle à lui tout seul. Et l'intangible va donner une dimension de priorité très forte à ce projet pour y aller assez rapidement. Voilà, et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des sponsors. Hein, c'est ça aussi qu'il faut aussi avoir à l'idée. Alors, une fois que c'est mis en place, et j'aurais pu, bon, j'ai pris cet exemple dans des rejets, j'aurais pu prendre, il y a des gens là qui peuvent faire du test côté DevOps. Hein, vous avez énormément de travail. Il y a deux axes. Hein. Typiquement, aujourd'hui, vous avez des plateformes de développement low-code. Hein. Bon, c'est en cours d'adoption, il y en a pas mal qui en ont déjà, mais ça, c'est un ROI qui se calcule, il est tangible. Hein. Préécrire du code à 70%, le maintenir, réduction par 8 ou par 5, le temps de maintenance, bien ça, c'est quantifiable. D'accord. Maintenant, livrer du code beaucoup plus vite, le time to market, ça, c'est de la. Comment dire, c'est aussi du temps, c'est à la mi-chemin entre le tangible et l'intangible, hein, mais on est dans le stratégique. Vous voyez, j'aurais pu prendre cet exemple-là côté DevOps, hein, où évidemment, mais ça généralement, l'autre exemple, c'est les tests. Hein. Donc, automatisez vos tests le plus possible, augmentez la qualité des tests aujourd'hui, allez jusqu'au test utilisateur. Par exemple, on automatiser tous les tests fonctionnels, mais le test end-user, par exemple, aujourd'hui, bah, il est fait plus ou moins où c'est les utilisateurs qui le font. Tout ça, ça se quantifie. Il y a des robots aujourd'hui qui peuvent le faire, typiquement. Hein. Donc là, il y a un ROI qu'on va chercher qui est très tangible assez rapidement. Hein. Donc, une fois qu'on a mis en place des projets avec du ROI, le ROI, il faut idéalement, il faut au moins qu'il se maintienne, ça c'est le minimum, hein, et qu'il s'améliore, ça c'est idéal, évidemment. Donc pour ça, pour s'améliorer, ben, il faut mesurer, hein, toujours. Donc idéalement, mesurer avant pour comparer avant, après projet, hein, si on peut le faire, évidemment. Donc, j'ai envie de dire que côté métier, bah, le NPS, hein, allez voir votre service marketing, voir s'il y en a un qui vous donne les chiffres, voir comment c'est fait. Également, aujourd'hui, la même chose, mais à l'intérieur de l'entreprise, les ESR, hein, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'on mesure le climat et par département d'entreprise avec des tests entre guillemets qui sont anonymes, mais par département qui donnent un vrai retour de la motivation des équipes, de leur efficacité, du perçu de vos équipes. Et si là-dessus vous arrivez à faire bouger les lignes, vous avez gagné. Et parce que donc voilà, votre RH, elle y réfléchit peut-être. Bon, c'est le moment. Vous voyez, c'est et si ça existe, alors là, faut pas s'en priver. Hein. Bon, après, du côté technique IT, évidemment, bon, le SLA, c'est une chose. On commence à parler aujourd'hui de SLO, c'est-à-dire inclure les paramètres métiers, parce que ce qui compte finalement, que techniquement ce soit disponible, c'est une chose, mais si le métier n'est pas satisfait, ça ne sert à rien. Hein, ou beaucoup moins, il n'y a pas les leviers attendus. Donc, le SLO, les services level objectifs, c'est on inclut les paramètres métiers. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment livré au métier ce qu'il attendait en résolvant nos problèmes techniques, hein. Voilà. Et puis, par exemple, les paramètres business, bon, c'est un taux de désabonnement, des choses comme ça que vous pouvez mesurer. Alors, là, c'est plutôt métier, mais voilà, mesurez, mettez des KPI en place, n'en mettez pas 50, hein, un ou deux côté métier, un ou deux côté IT pour mesurer l'impact et le suivre dans le temps. Hein. Voilà. Donc, le ROI et l'effet de levier, donc vous allez aller le chercher tout le temps. Donc il y a l'effet de ROI rapide, vous voyez, qui va être les premiers 100, les premiers 200. Très bien, ça il faut le faire, faut pas s'en passer. Bon, une fois qu'on a fait ça, ça se complique.
mais ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est là où c'est important d'avoir mis des KPI, de mesurer et de continuer à suivre le projet, parce que plus on va améliorer le process, plus on va affiner le process avec les utilisateurs, plus on ira chercher du ROI, plus l'effet de levier sera important. C'est là où on va passer de l'échelle de 100, 200 à 1000, typiquement. Mais c'est le plus dur à faire, parce que là, ça va être une composante, c'est pas juste mettre des robots ou des logiciels en place, hein. C'est aussi revoir les process, commencer à toucher un peu l'organisation, former des gens. Aujourd'hui, 80% des process sont trop complexes. Voilà, c'est le frein au business. Hein, c'est pas moi qui le dis. Il y a excusez-moi, j'ai perdu mon mot là, l'équivalent du Dow Jones aux États-Unis, hein, la Bicorp, c'est-à-dire l'équivalent du Dow Jones pour les sociétés qui sont RSE aux USA. Elles sont cotées avec un autre indice à la bourse. Elles sont 37% plus efficaces et rentables. Rentables, c'est-à-dire sonnant et trébuchant. Et l'analyse de plusieurs experts qui en est sortie, pourquoi elles sont plus rentables? Eh bien parce que, un, elles responsabilisent les gens, les personnels, beaucoup plus, et les process sont plus simples. C'est-à-dire qu'on fait plus confiance aux gens et l'humain doit rester au centre du process. Ça, c'est clé. Et celui qui va dans le full automatisation, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans les années 80, les Japonais ont automatisé leurs usines automobiles à fond et ils sont revenus un peu en arrière parce qu'ils se sont aperçus que le robot, à un moment donné, il était contre-productif. C'est exactement la même chose au niveau de l'IT. Donc, simplifiez vos processus. Ça, c'est le coup d'après ou la phase 3. Hein. Réfléchissez. Donc là, ça demande d'autres qualifications. Formez-vous si ça vous intéresse, réfléchissez en mode transverse. Hein. Et puis, la transformation digitale, si vous voulez, hein, le digital, c'est des process, c'est des maths. Hein. Il y en a un qui arrive là, le 1er janvier 2024, c'est la démat complète du document. Ça paraît anodin, mais il y a beaucoup de choses hein, derrière. Ça va pas être si simple que ça, surtout pour les entreprises qui sont encore en retard. Et puis, ce qu'on n'a pas dématérialisé jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y avait des bonnes raisons pour pas le faire. Donc, c'est pas forcément simple. Donc là, il y a des choses du ROI à aller chercher, mais il va falloir travailler sur du process. Voilà. Donc, et là, ça va être intéressant, partant des bases qui ont été mises en place, des précédents projets, d'en tirer des leçons pour pouvoir se projeter et aller chercher du ROI sur des projets donc de deuxième phase ou de troisième phase. Voilà. Alors, un vocabulaire, hein, on va parler avec les personnes, hein, on n'est pas là pour remplacer les personnes, on est là pour les réaffecter, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas là pour gagner du temps, on est là pour passer les personnes sur de la forte valeur ajoutée. Hein, le gain de temps, c'est presque une annonce, enfin, il faut en parler, je veux dire, c'est forcément qu'on gagne du temps, donc de l'argent. Hein, c'est la valeur ajoutée qu'on va chercher, hein, la value. Hein. Et une entreprise qui mène des projets avec du bon ROI, j'ai envie de dire, hein, voilà, le bon ROI, il y a le mauvais ROI, le bon ROI, eh bien, elle va devenir évolutive. Les Anglais disent scalable, c'est-à-dire qu'une entreprise va pouvoir passer d'un chiffre d'affaires de 100 millions à 200 millions à 300 millions de manière assez, je dirais pas simple, parce que c'est jamais simple, mais de manière sans trop de soubresauts, sans révolution, voilà, sans révolution. Ça, c'est important. Ça, c'est le signal que l'entreprise, elle a amené les bons projets, elle a les bons ROI, elle a des bonnes organisations. Hein. Donc, toujours, j'aime bien reprendre ces 3 points. Donc, quand on automatise des tâches localement au niveau d'un service, donc on aura un impact souvent local. Hein, ça, c'est important, mais c'est un point de départ. Mais ça restera local. D'accord? Derrière, si on essaye de trouver l'impact transverse, et si on arrive à trouver du transverse, on passera à l'échelle de ce que j'appelle l'efficacité. D'accord? Et quand on arrive à toucher le métier, la phase 3, on amène le business à être agile. Voilà. Donc tout le monde, ça va bien se passer, l'informaticien est heureux, les métiers arrivent à prendre leur congé, hein, et les commerciaux font des chiffres extraordinaires. Voilà, on est dans l'entreprise idéale et c'est une vision de ce qu'on peut aller chercher en étant méthodique, en étant rationnel, en ayant ces quelques règles à l'esprit pour calculer du ROI, le vendre et le mettre en place derrière. Alors,
quelques exemples pour conclure ce webinaire. Quelques exemples de projets. Hein. Donc, par exemple, analyser des emails aujourd'hui à la main, ça n'a plus de sens, quoi. On peut aujourd'hui analyser les boîtes aux lettres en automatique, créer des tickets, par exemple. La collecte de la data, remplir des formulaires qui peuvent être à partir d'emails ou d'autres points d'entrée. C'est pareil, la RPA est là pour ça. Les nombres d'appels à l'exploitation, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, il y a des portails qu'on peut mettre en place, etc., etc. Hein. Aujourd'hui, le scripting, par exemple, vous avez entendu parler de ChatGPT, vous avez une version payante de Microsoft qui permet d'écrire les scripts à 70%, d'une manière normalisée. Voilà, c'est là. Intéressez-vous-y, depuis Git, typiquement. Voilà, donc j'en arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Mais en tout cas, vous en avez peut-être d'autres et je suis là pour y répondre. Laetitia? Merci José. Alors, donc n'hésitez pas, dans le petit onglet questions-réponses, vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc, on a une question qui est arrivée donc, pendant la présentation. Comment on fait pour adresser un projet d'automatisation avec un calcul de ROI, justement? Comment Alors, je dirais qu'il n'y a pas. Une règle simple, c'est de prendre un projet simple. Voilà. Et de mettre en place une tâche isolée et de démontrer l'efficacité de l'automatisation avec un chiffre, tout simplement. Apprendre, même si c'est très simple, permet de créer la confiance, l'adhésion, et derrière, on peut mettre le projet à plus grande échelle, tout simplement. Même pour le vendre, c'est facile, c'est rapide. Voilà, je dis n'importe quoi, en un mois, on peut avoir des résultats. Je vous donne un exemple tout bête. Un client qui déclarait, il y avait beaucoup de saisonniers, ces déclarations d'unique d'embauche, par exemple, qui étaient faites à la main. Il y avait 2 personnes toute la journée qui faisaient que ça sur le site des URSSAF. Ben voilà, un robot peut très bien faire ça à partir d'un fichier Excel, tout simplement. Merci. Et du coup, quelle est l'erreur la plus fréquente du coup qu'on peut faire voilà, quand on automatise ouais. Alors, c'est vouloir automatiser, par exemple, un cas extrêmement complexe, d'accord, et qui va impacter beaucoup de personnes, typiquement, et donc il va être un projet dont on va avoir du mal à expliquer, déjà à le présenter, à l'expliquer, à convaincre au départ. Donc, ça, il faut l'éviter celui-là, ou alors, s'il est vraiment impératif, le conseil que je donnerais, c'est de le découper en sous-process et de prendre une partie de sous-process qui est peut-être la plus facilement automatisable, par exemple, et de démontrer qu'on peut faire quelque chose. Et là, on va avoir déjà agi, mais éviter donc de faire du travail tout de suite sur le trop complexe. Mais un trop complexe, c'est qu'il faut peut-être revoir l'organisation, il y a beaucoup de choses à revoir, donc c'est un signe fort de attention. Et puis du coup, voilà, j'ai plus d'autres questions. J'ai un remerciement pour ce webinaire qui est